Tous, bonjour Alain Finkielkraut. Chateaubriand appelait cela des caquetages de tabourets. Orwell y aurait vu non pas une minute mais une semaine de la haine. Mathieu Bock-Côté parle lui de lapidation virtuelle. En effet, de courageux pétitionnaires, bruyamment soutenus par le site islamistouma.com, demandent à l'Académie française, en signant de leur seul prénom, de vous destituer Alain Finkielkraut au motif que vous seriez, je cite, un promoteur des thèses d'extrême droite excusez du peu. Des tweeters déchaînés vous injurient sans vous écouter, et bien sûr sans jamais avoir lu une ligne de vous. D'obscurs commentateurs et d'éminents journalistes surjouent l'indignation et croient se grandir en vous rabaissant les pauvres. Haro sur Finkielkraut, cette belle cause réunit même le député français likoudnik Meir Habib et le grand Benoît Hamon, nouvelle idole des jeunes, qui appelle ces derniers à ne pas laisser votre génération et vos obsessions gagner, ce qui, en bon français, signifie dehors les vieux. Ce charivari a été déclenché par une phrase que vous avez prononcée la semaine dernière et que Causeur a malencontreusement et innocemment mise en exergue, facilitant ainsi le travail de vos ennemis, ce pourquoi nous vous présentons nos excuses. Commentant l'hommage à Johnny, vous avez déclaré « Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Je vous laisserai, cher Alain, faire l'exégèse de vos propos. » Mais cette nouvelle affaire Finkielkraut est révélatrice de l'effondrement du débat public où, comme l'écrit Mathieu Bock-Côté, une forme d'intolérance primitive se maquille en tolérance supérieure. Et aussi du rôle que vous y jouez dans le débat, pas dans l'effondrement. Car si vous faites scandale, c'est certes parce que vous voyez ce que vous voyez et que vous vous obstinez à le penser et à le dire, dans cet ordre, mais tout autant, je crois, parce que vous restez sourd à l'injonction d'aimer son époque. Bien sûr, nous profiterons aussi de cet épisode pour parler de votre conception de l'intégration et de la République, mais d'abord, vous prenez beaucoup de coups. J'ai oublié de dire que beaucoup de gens vous soutenaient, y compris dans les médias, où beaucoup de gens ont déclaré à quel point cette cabale était malhonnête et malvenue. Les auditeurs s'inquiètent pour vous néanmoins. Alors d'abord, comment allez-vous ? Je vais bien. Je suis plus étonné qu'abattu parce que je commence à avoir l'habitude des campagnes de dénigrement, mais celle-là vraiment, je ne m'y attendais pas. Et je voudrais avec vous essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je travaille dans les misères du présent, mais je refuse d'être l'esclave de l'actualité. Il y a des faits, des événements que je choisis de ne pas commenter parce qu'ils ne m'inspirent pas, ou parce qu'ils ne me regardent pas, ou simplement par incompétence. Le fait d'être un intellectuel ne me confère ni le devoir ni le droit de parler de tout. La tautologie est une des formes de la bêtise. Ainsi m'étais-je promis de ne pas ajouter mon grain de sel aux innombrables commentaires sur la mort de Johnny. Je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous l'avais annoncé, oui. Et vous en étiez tombé d'accord, cet événement ne devait pas figurer dans notre agenda. Enfin, bon, j'en étais pas totalement d'accord, mais voilà. Vous l'avez dit. Voilà. Vous n'étiez pas d'accord, je n'en étais pas totalement d'accord. Voilà, mais, en fait, je vous l'avais dit. Donc je suis coupable peut-être non, pas du tout. De vous avoir entraîné. Pas du tout. La mort d'une figure familière ne peut pas laisser indifférent, et Johnny Hallyday était connu de tous. C'était une star inévitable. Personne ne pouvait passer à côté, personne, moi pas plus qu'un autre, n'échappait à sa célébrité, à ses tubes, aux heures et malheurs de sa vie privée. J'ai donc été touché par sa mort, mais je n'étais pas en deuil. Et je ne voulais surtout pas jouer les happy few en le prenant de haut avec ceux qui éprouvaient un vrai chagrin. Étrangers à leur émotion, j'aurais trouvé déplacé de leur faire le coup de la condescendance. Oui. Ce qui m'a poussé à résilier ma belle promesse, c'est le délire des politiques. C'est l'ugolisation de Johnny Hallyday par Aurore Berger, la plus visible des députés En Marche vers le Nouveau Monde, et son héroïsation par le chef de l'État. Cette inquiétante confusion des ordres me donnait à penser. Mais vous n'avez pas rompu votre promesse de ne pas faire de la condescendance, je le précise. Justement. Et oui, celle-ci, vous l'avez respectée. Je l'ai respectée. Disons que cette confusion des ordres consacrait, comme l'a écrit Régis Debray, la passation de pouvoir de la graphosphère à la vidéosphère. La patrie littéraire devenait patrie du showbiz, les idoles de l'entertainment remplaçaient les grandeurs de l'esprit, et Proust, avec
son extraordinaire éloge de la mauvaise musique me permettait de le dire sans verser dans le mépris. Je le cite à nouveau parce que je ne me lasse pas de cette combinaison de beauté, de générosité et de clairvoyance. Et je le cite aussi lentement que possible. Le peuple, la bourgeoisie, l'armée, la noblesse, comme ils ont les mêmes facteurs, porteurs du deuil qui les frappe ou du bonheur qui les comble, ont les mêmes invisibles messagers d'amour, les mêmes confesseurs bien-aimés, ce sont les mauvais musiciens. Elle me ravit encore. Mais au vu de l'hommage rendu à Johnny Hallyday, je me devais de prolonger et de problématiser l'analyse proustienne. Ce que Proust appelle non dédaigneusement la mauvaise musique, et qui est la branche musicale du divertissement, la chansonnette, dirait-on aujourd'hui, voilà, n'a plus la vertu sociale qu'il lui reconnaissait et que lui prêtent aujourd'hui les élus de la République. Cette mauvaise musique ne fait pas lien. Elle ne rassemble pas les gens de toutes conditions, de tout âge et de toute origine. Nous n'avons pas tous la même musique d'amour et de rêve. Ce n'est pas le peuple, c'est une portion du peuple qui a, de la place de l'Étoile à l'église de la Madeleine, répondu présent et qui s'est incliné devant le convoi funéraire. Soudaine visibilité des invisibles. La France périphérique prenait possession des lieux, la bourgeoisie guindée et les bobos décontractés regardaient la télévision et la diversité non plus n'était pas au rendez-vous. J'ai été frappé par le caractère socialement homogène et monocolore de cette manifestation. Et je n'étais pas le seul. L'ancien ministre centriste Dominique Bussereau, les journalistes de gauche Sylvie Kaufmann et Laurent Geoffrin ont fait le même constat que moi. J'en ai tiré pour ma part la triste conclusion qu'il n'y avait aucune contrepartie positive à l'intronisation de la sous-culture. Il n'y a pas de peuple, il y a des communautés. La France déculturée est une France fragmentée. Mais ce qui me Peut-être vous reprochera-t-on le terme sous-culture la semaine prochaine. Voilà. Mais justement, d'ailleurs, j'y viendrai. Mais ce qui me vaut d'être attaqué si violemment sur l'Internet et de faire même l'objet d'un appel relayé par les frères de lutte, Mediapart et Ouma.com, à mon exclusion de l'Académie française, c'est, vous l'avez souligné, d'avoir dit que les non-Souchiens brillaient par leur absence. Je suis accusé de reprendre à mon compte le vocabulaire de la fachosphère. C'est absurde. Les Français d'origine française, les Français de génération en génération ne se désignent pas comme des sous-chiens, des sous-chiens. Ce label infamant leur a été décerné par Houria Boutelja, la porte-parole des indigènes de la République. En parlant de non-sous-chiens, je la citais ironiquement et douloureusement pour marquer qu'à l'heure où tout le monde chante l'unité métissée, c'est la séparation qui prévaut. Il faut préciser tout de même d'abord que même chez Houria Boutelja, c'est écrit en un seul mot. Même si l'intention est de le dire en deux mots, Houria Boutelja ne l'écrit pas des sous plus loin chien. Oui, mais évidemment, elle le laisse entendre. La connotation est là. Entend, et là, pour le coup, vu que beaucoup de gens ne semblent pas avoir en mémoire cette affaire de sous-chien, j'aurais dû effectivement vous le faire préciser. Alors, mais l'occasion m'est donnée aujourd'hui de préciser que, comme mon nom l'indique, je ne suis pas un représentant des Français de souche et que je fais partie de la frange des papy-boomers, qui a aussi brillé par son absence lors de l'hommage populaire à Johnny Hallyday. Ah non, pardonnez-moi, mais là, excusez-moi, générationnellement, c'était essentiellement des papy-boomers. Oui, mais justement, il y avait une frange. Ah oui, d'accord, vous faites partie de cette frange qui n'y était pas, d'accord. La frange qui n'y était pas. La frange dont la mauvaise musique n'était pas celle de Johnny Hallyday. Voilà. Ce que je retiens de cette pénible histoire, c'est que Peggy avait décidément raison.
Il est de plus en plus difficile, de plus en plus risqué de voir ce qu'on voit et de le dire. J'essaierai dorénavant d'éviter les malentendus, mais je n'ai aucune intention de fermer les yeux. Face aux représentants du parti du déni qui s'exclament « Dieu, comme le nouveau costume du roi est splendide, je suis et je resterai le petit enfant qui dit « Mais il n'a rien sur lui, le roi est nu ». Alors, mais quand je vois la culture se fondre dans le tout culturel, je suis accusé d'élitisme. Et vous l'avez dit tout à l'heure, avec le mot de sous-culture, effectivement, cette accusation risque de revenir. Oui, c'est le thème quand même de votre, excusez-moi, de la défaite de la pensée, bien sûr. Alors, quand je dis que l'humiliation n'est pas toujours du côté des femmes et qu'un dragueur lourd n'est pas un violeur, je suis accusé de sexisme. Quand je m'inquiète de la fracturation française, je suis accusé de racisme. Le tribunal siège en permanence. Et la troisième accusation est la plus pénible. J'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas abattu, mais je ne vais pas non plus surjouer l'indifférence. J'ai du mal à supporter cette étiquette épouvantable. Raciste. L'aveuglement, cependant, n'est pas une option. Le silence non plus. Jamais je ne donnerai des gages, jamais je ne montrerai patte blanche au politiquement correct. Eh bien, bravo Alain, et c'est ce courage, ce caractère, comme le dit Mathieu Bock-Côté, qui fait évidemment que vous n'êtes pas seulement un intellectuel, mais vous êtes un peu plus que cela. Peut-être un peu plus que ça, mais alors, venons-en à notre petit contentieux. Oui, bien sûr. Vous avez choisi cette phrase pour accroche, je le déplore, parce qu'au lieu de renvoyer à l'émission, elle l'a remplacée. Notre conversation s'est trouvée réduite à un tweet, et c'est ce tweet qui a fait le buzz. Je déteste, je dois le dire, ces nouveaux mots que l'hypermodernité a introduits de force dans mon vocabulaire. Et vous en avez fait un jour une liste très drôle, je me rappelle. Oui, mais cette phrase, d'un autre côté, je ne la renie pas. Elle n'est pas un dérapage. Ceux qui la condamnent ne sont pas de bonne foi. Ils sont malveillants et ou amnésiques. Alors je le dis, vous n'auriez pas dû la sortir du raisonnement dans lequel elle prenait place et me livrer sur un plateau regrettable, mais elle n'en rend pas la foule moins terrifiante. Oui, et puis alors je voudrais quand même plaider un peu notre cause. On n'a pas du tout cherché à faire le scandale pour la simple raison, bon, moi c'est pas moi qui ai choisi cette phrase, mais on n'a pas vu que cette phrase était scandaleuse, tout simplement. Oui, on n'a pas vu le scandale, donc c'est vrai, tout raccourci. C'est pour ça que j'ai dit maladresse. Oui, et peut-être, si vous voulez, avons-nous tort de compter sur la bonne foi, si vous voulez, des auditeurs et penser que s'ils sont choqués par une phrase, ils vont aller écouter le reste. Mais cela dit, quand ils ont écouté le reste, ils étaient toujours choqués. Oui, alors d'un autre côté, moi je ne veux pas entrer en polémique directe avec tous mes accusateurs, oui. Notamment, par exemple, Claude Askolovitch, qui a écrit un article très virulent, je crois, dans Slate, mais enfin, j'espère, si vous voulez, je crois toujours dans les vertus de la raison, et j'espère qu'Asco écoute cette émission et que si elle ne le convainc pas complètement, elle aura au moins le mérite de l'ébranler. Voilà. Eh bien, je ne peux, cher Alain Finkielkraut, que m'associer à ce souhait. Et cher Claude, si tu nous écoutes, sache que c'est amicalement que nous cherchons à t'ébranler. Bon, ben voilà. Voilà. Donc maintenant, reprenons, si vous voulez, une fois, je vous l'ai dit, c'était effectivement malencontreuse de mettre cette phrase en exergue, mais elle ne nous a pas semblé fautive, et elle ouvrait, nous semblait-il, un débat qui montait à ce moment-là, puisque, comme vous l'avez dit, vous n'étiez pas le seul à noter cette affaire. Mais d'après vous, est-ce que c'est l'observation qui a choqué en tant que telle, ou est-ce que c'est le mot, l'emploi ironique qui ne pouvait ne pas être perçu du mot Souchien? Je pense que les deux... ou est-ce que c'est vous, troisième hypothèse, de toute façon? Ont choqué certains,
Mais l'observation elle-même ne devait pas être faite, car j'ai lu aussi des messages sur Internet qui mettaient en cause, avec moi, aussi bien Dominique Bussereau que Laurent Geoffrin. Et c'était assez amusant, assez comique, assez cocasse de voir nos deux noms, Laurent Geoffrin et moi, associés dans le même opprobre, puisqu'il ne me manque pas une occasion, lui, de me mettre sur sa liste noire. Oui. Mais je voudrais, si vous voulez, aller peut-être un peu plus loin avec vous, parce que je crois aussi que cette campagne, si vous voulez, est très révélatrice du climat qui règne sur la toile. Hein, et ça mérite peut-être une certaine, un peu de réflexion. Le très sagace Tocqueville l'avait noté, rien ne révolte plus l'esprit humain dans les temps démocratiques que l'idée de se soumettre à des formes. Internet libère l'homo democraticus de cette soumission séculaire. Le nouveau monde sur la toile donne congé à l'ancien. On ne s'embarrasse pas de figure, on ne fait pas de manière, on y va carrément. La politesse n'a plus cours, ni la nuance, ni l'élaboration. Écrire avant les écrans, c'était faire un effort. Aujourd'hui, c'est se lâcher. Dans ce nouveau média, l'immédiateté règne. Ce qui était un acte intellectuel devient un acte pulsionnel. La haine et la grossièreté prospèrent sur le cadavre des formes. Triomphe inattendu de 68, il est interdit de s'interdire. Exemple, et je vous donne un exemple entremêlé de ce tweet, et vous voyez, et qui répondra aussi à votre question, qu'est-ce qui a choqué? Parce que c'est un tweet adressé à Libération. Je cite donc, évidemment, les sbires de Laurent Geoffrin Mouchard, puisque c'est le nom de son père. C'est le nom de son père. Et vraiment, les gens qui l'emploient le font toujours dans une optique dégoûtante. Dégoûtante, oui. Donc, évidemment, les sbires de Geoffrin Mouchard continuent à dénigrer Johnny à cause des complexes de leur chef à la petite bite. Voilà ce qu'on lit, et il y en a souvent autant à mon service. Donc, le progrès technologique va de pair avec la régression spirituelle. Plus les objets sont intelligents, et plus les sujets sont sauvages. Cette maxime est ma contribution à la rubrique « C'est tellement mieux maintenant ». Je vous remercie Alain, mais au-delà même des tuyaux qui sont employés et qui facilitent évidemment la chose, si vous voulez, on voit quand même bien, et là Mathieu Bock-Côté le décrit, je trouve, très bien, si vous voulez, une atmosphère générale. Il s'agit pas, ça ne se passe pas seulement sur les réseaux sociaux, ça se passe, le Benoît Hamon que je vous ai cité s'exprimait devant un amphi plein de jeunes, si vous voulez, le relâchement, si vous voulez, la volonté d'exclure celui qui ne pense pas comme vous, le lynchage, le procès, sont devenus absolument permanents. Qu'est-ce qu'il arrive au pays des Lumières? Ça, évidemment. Mais cela dit, le rôle d'Internet ne doit pas être mésestimé, parce qu'on vérifie, à contrario, sur Internet, la justesse profonde des analyses phénoménologiques de Lévinas. C'est le visage de l'autre qui arrête notre spontanéité, qui nous moralise et qui nous civilise. Plus de visage, plus d'inhibition. Rien n'empêche l'internaute. Oui, plus de surmoi, la technique le délivre du carcan de la civilisation. Alors je vous remercie de citer Lévinas, puisque on sait tous, vous avez cette merveilleuse citation, vous allez peut-être me la rappeler, où il dit comment il est devenu français, en quelque sorte, parce que par la langue et la littérature, et qu'il ne pouvait pas se vêtir autrement. C'est bien lui qui disait cela. Ah non, ça, c'est Léon Vert oui, qui disait. C'est qui disait, je crois, je tiens à une civilisation à la France. Je n'ai pas d'autre façon de m'habiller, voilà. Je ne veux pas sortir tout nu. Mais ce que Lévinas dit dans son entretien avec François Poirier, c'est que en 1939, il a eu le sentiment qu'on faisait la guerre pour défendre la langue française. Et il dit que, effectivement, son premier contact avec la France, ce sont les grandes œuvres, c'est Corneille,
qu'il a lu ses Racine, ses Bossuet, qu'il a lu pour apprendre le français. Alors justement, Lévinas et vous-même, si vous voulez plaider depuis longtemps, toute votre œuvre en témoigne, pour une intégration par la culture et même peut-être plus précisément encore par la littérature, vos adversaires, ou beaucoup de vos adversaires, peut-être certains même sont-ils de bonne foi, vous reprochent ce qu'ils appellent une conception ethniciste de la citoyenneté de la République, et au passage des obsessions. Pouvez-vous répondre sur ces deux points de façon à lever au moins les inquiétudes de ceux qui seraient sincères? Je ne vois pas, si vous voulez, le reproche d'ethnicisme... Non, je ne le vois pas dans cette phrase, mais il a été fait par ailleurs. Donc, Le reproche d'ethnicisme est complètement délirant, parce que c'est comme si je défendais une conception de la nation qui m'exclut moi-même. Donc voilà, je dis, je suis pour la nation ethnique, donc je suis pour ma non-appartenance à cette nation. Et c'est Lévinas qui dit justement que la France est une nation à laquelle on s'attache par le cœur et par l'esprit autant que par les racines. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous croyez encore que la France peut être cette nation-là, ou dans le fond, est-ce que vous voyez vous incline à penser que c'est fichu? Je ne dis pas que c'est fichu, je pense que c'est fragile. Et quand j'ai compris que c'était fragile, que ce mode de transmission était en crise, que j'ai pris la mesure de mon attachement à la France. Parce que sinon, tout cela allait de soi. J'étais allé à l'école, j'avais appris à mieux manier la langue française, à la manier avec l'aide de la littérature. Mais bon, voilà, je n'y pensais pas. La question de l'identité ne me tourmentait pas. Mais j'ai vu, en effet, que la transmission entrait en crise, que la France pouvait ne plus être cette nation à laquelle on s'attache par le cœur et par l'esprit. J'ai vu la conjugaison de deux phénomènes, une immigration massive et un refus par une partie de l'élite française d'assumer et de transmettre cet héritage. J'ai vu poindre une conception inattendue, singulière et alarmante de l'hospitalité. Non plus donner ce que l'on a, mais se défaire de soi à peu près pour permettre à l'autre d'être complètement et sans encombre tout ce qu'il est. Et moi, je défends une hospitalité contre une autre. Je ne défends pas une France fermée contre une France ouverte, mais je ne donne pas le même sens au mot ouverture que ceux précisément qui décident de n'être rien pour permettre à l'autre d'être tout ce qu'il peut être. Et qui d'ailleurs ont encouragé aussi une certaine détestation de la France par de jeunes Français, ce qui n'auront pas service ni à eux, ni à l'ensemble de la société, bien entendu. Oui, c'est le basculement, si vous voulez, de l'esprit critique, qui est la gloire des Lumières, dont vous parlez tout à l'heure, en masochisme moralisateur, pour reprendre l'expression appliquée à Sartre par Octavio Paz. Il nous reste peu de temps, alors je vous pose mes deux dernières questions. Il faut répondre sur cette question. Par oui ou par non? Non, mais je vous les donne les deux, comme ça vous choisissez. Il faut répondre à la question de l'obsession de l'islam, de ces choses qui nous est souvent adressées, qui m'est également adressée à moi très régulièrement, et peut-être conclure par un mot sur la difficulté du second degré dans le monde que vous décrivez, Alain Finkielkraut, ou la difficulté, disons, de l'ironie, de la distance, ou, disons, d'un langage qui ne serait pas à plat. Oui, l'obsession de l'islam... je ne crois absolument pas que ni vous ni moi nous soyons obsédés. Simplement, nous sommes inquiets, nous voyons la France se désintégrer et nous voyons aussi naître en France une inimitié à laquelle nous ne nous attendions pas. Une inimitié religieuse dont les Juifs sont la première cible, mais pas la seule. Ce n'était prévu au programme d'aucune des philosophies de l'histoire dont nous pouvions nous réclamer. Philosophie de l'histoire libérale, philosophie de l'histoire marxisme. Nous sommes pris à contre-pied par ce surgissement
Nous ne pouvons pas l'oublier parce qu'il se rappelle d'une manière ou d'une autre constamment à nous. Voilà. Et je rappelle d'ailleurs que Boualem Sansal, qui ne doit pas être suspect non plus, je suppose, de haine des musulmans, même s'il d'ailleurs il critique violemment l'islam, dit que l'islamisme, l'islam politique est le plus grand problème que la France ait à affronter. Un mot pour conclure sur... vous êtes un homme de lettres, vous êtes un homme de mots, un mot sur cet enserrement du langage, sur le second degré, sur l'ironie, sur... Oui, alors, s'agit-il de... Je pense aussi qu'il y a une part d'amnésie. C'est-à-dire, je crois que beaucoup de gens ont été surpris par l'expression que j'utilisais parce qu'ils l'entendaient pour la première fois. Il y a quelque chose aussi avec les médias et en général, c'est qu'ils nous font vivre dans le présent. Tout ce qui a été dit il y a encore 2 ou 3 ans est oublié. Moi, je croyais sincèrement que l'expression sous-chien avait traumatisé tout le monde. Et je l'avais entendu lors de l'émission de Tadei. J'avais vu d'ailleurs que les autres invités ne réagissaient pas. Et je me disais... Il y avait eu des articles dans Marianne, je me rappelle. En plus, elle avait été relayée, commentée par de nombreux articles. Et j'ai pris pour argent comptant la connaissance de cette expression par tout le monde. Eh bien non, nous sommes obligés, si vous voulez, nous sommes contraints à une explicitation permanente du fait de